Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information Sud Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici les titres. En prélude au démarrage des travaux de construction de la digue immergée d'Avrekété entre, dans le cadre de la protection côtière, le ministre du cadre de vie a effectué une visite au port autonome de Cotonou ce mardi. Les images dans cette édition. À suivre aussi dans ce journal la séance de prise de contact du ministre de la Justice, Joseph Fifamé Diogbenou, avec les 100 nouvelles recrues au profit du greffe. C'était dans la matinée de ce mardi 15 mai 2018. Et puis sur le continent, les Burundais se prononcent jeudi par référendum sur une réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester en place jusqu'en 2034, confortant ainsi un pouvoir de plus en plus autocratique, une situation dénoncée par les ONG membres de la société civile. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La réussite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement Piaget 2016-2021 dans le secteur de la protection et de la valorisation de la côte maritime du Bénin passe par la réalisation de certains projets prioritaires de protection côtière dans les différents segments significatifs du littoral béninois. C'est dans cette optique que le ministre du cadre de vie et du développement durable a effectué ce mardi 15 mai une visite au port autonome de Cotonou pour apprécier l'évolution des travaux et ensuite le navire d'arrochement, le GMB Artemis, qui a accosté le jeudi 10 mai 2018. Compte rendu Carnot François Romaric Debouchy. Si les travaux du projet de protection de la côte à l'est du chenal de Cotonou démarrés en juillet 2017 s'exécutent suivant les prévisions, c'est le tour du segment recréo-touristique du centre d'Abrité, le second projet prioritaire du PAG dans le domaine de la protection côtière. Il s'agit du projet de protection et de valorisation du segment de côte à Avlekété et Djegbadji dans la commune de Ouida. Pour s'assurer alors de la mise en œuvre du dit projet, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, a effectué une visite sur le site qui abrite l'exécution du projet. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi régulier par le ministre des différents chantiers contenus dans le portefeuille de son département ministériel. Une fois sur le site, l'autorité ministérielle AU3 a non seulement une explication approfondie sur le niveau actuel d'exécution des travaux et de ce qui reste à faire, mais aussi à une visite guidée du navire d'enrochement, le GMB Artemis, qui a accosté ce jeudi 10 mai 2018 à 5 h du matin, transportant environ 35 000 tonnes de pierres de calibre 1 à 3 tonnes. José Didier Tonato est revenu à la fin de la visite sur les raisons fondamentales de cette dernière. Ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est que nous avons reçu le navire GMB Artemis qui a ramené 33 000 tonnes de blocs de granit qu'on appelle carapace entre 1 et 3 tonnes qui vont servir à la construction de la digue immergée d'Avlekété. Le site d'Avlekété, c'est un peu avant Ouida, en partant d'ici, où nous avons identifié également un périmètre attaqué par l'érosion côtière, mais dans le cadre du développement du programme touristique, il a été décidé de mettre sur Avlekété une plage balnéaire d'une longueur de 4 km qui va permettre le développement d'infrastructures hôtelières et d'activités de développement touristique. Et pour construire cette digue-là de 4 km immergée sur la plage d'Avlekété, nous avons contracté avec l'entreprise Yann Denoul pour mettre en place cette digue qui va consommer 1 200 000 tonnes de blocs de granit. Très anxieux par la réalisation de certains projets prioritaires de protection côtière dans les différents segments significatifs du littoral béninois, le ministre a profité de cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des entreprises. Appel aux opérateurs privés de tous les secteurs, en particulier mes amis de l'ANECA qui sont sur le secteur de l'entreprise, à se préparer. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu leur président pour leur dire « Préparez-vous ». Préparez-vous parce que nous aurons besoin, même la main-d'œuvre sous-traitante, vous ne serez pas suffisamment nombreux pour faire face à la demande qui vient. Ouverture de carrière, je le dis, entreprise, main-d'œuvre, intervention, le besoin sera grand à partir de mi-2018
jusqu'à la fin du mandat. Rappelons que les travaux ont été confiés à l'entreprise Yaln de Lune pour une durée de 36 mois. La mobilisation générale du chantier et les travaux préparatoires et l'installation ont démarré depuis fin février 2018 et se poursuivent. Notons également que l'approvisionnement en enrochement, principal intrant dans la structure des ouvrages, a également démarré et évolue au rythme prévisionnel. Information toujours au plan local. Ce mardi 15 mai, le ministre de la Justice, Joseph Fifamé Diogbenou, a initié une rencontre de prise de contact avec les nouvelles recrues du greffe. Au total, 700 lauréats, j'allais dire. Eh bien, 700 lauréats ont été retenus suite au concours des greffiers organisé par le ministère de la Fonction publique au profit du ministère de la Justice le 27 mai 2018. Ils avaient tous répondu présents dans la matinée de ce lundi à cette convocation du garde des Sceaux à la salle des fêtes des tours administratives Mori Arnaud Agua et Denis Maroya pour le compte rendu. Ils sont au nombre de 100, dont 27 femmes à être recrutées suite au concours des greffiers qui s'était déroulé le 27 janvier 2018 au profit du secteur de la justice. Cette première rencontre entre le garde des Sceaux et les lauréats a été une occasion pour Joseph Diogbenou de rappeler les aspirations du peuple vis-à-vis du secteur qui les accueille. Le contribuable accepte de faire les sacrifices. Il vous appartient d'accepter d'être à son service, de manière continue, de manière forte, que la disponibilité soit entière. Le milieu judiciaire est un milieu de forte tentation. Vous avez le choix entre le fait d'acquérir une fortune indue, illégitime, et d'en être dépouillé lamentablement le surlendemain, et celui de construire votre vie avec patience, avec abnégation, avec courage au service de la communauté. Joseph Diogbenou espère qu'avec ces nouveaux greffiers, la justice béninoise connaisse ce qu'il appelle sa rédemption. Donnez la preuve que lorsque vous serez avec les autres acteurs de la justice, que l'évaluation au niveau du système d'intégrité nationale de la justice n'identifierait plus la justice comme le secteur le plus corrompu. Faites en sorte que votre entrée, par votre entrée, que la rédemption commence, que l'on regarde la justice avec beaucoup plus de fierté, avec beaucoup plus de dignité. Et si l'intégration au greffe des 100 nouvelles recrues intervient dans un contexte de fronde sociale dans le secteur de la justice, le professeur Diogbenou en appelle à leur impartialité. Des déviances regrettables. C'est dans ce contexte que vous arrivez. Vous êtes venu aussi dans le contexte général de peu de considération que nous avons à l'égard du travail, que les inquiétudes sont fortes de l'état d'esprit, de la manière de servir des agents, que le gouvernement aurait pu considérer cela et se hâter très lentement avant de recruter. Mais pourtant, le président de la République poursuit son programme de recrutement responsable. C'est un signal d'espérance à votre égard. Pour une prise de contact des greffiers avec le ministre de la Justice, c'en est une. Maître Diogbenou leur a tout logiquement souhaité une bonne carrière. D'un ministère à un autre, ministère du Plan et du Développement, Horatia Djodi et Fiacre Voyitan ont assisté dans la matinée de ce mardi 15 mai à l'ouverture de la revue du portefeuille des projets financés par l'Agence française de développement. Une rencontre dont l'objectif est d'apprécier la performance globale du portefeuille et d'échanger sur les difficultés qui entravent leur mise en œuvre. Suivons le reportage.
L'Agence française de développement accompagne depuis plusieurs années les projets de développement du Bénin. La revue de ce 15 mai 2018 est donc une occasion pour faire le bilan de l'exécution des projets financés dans les domaines prioritaires que sont l'énergie, le développement humain, les secteurs sociaux et l'agriculture. Des projets signés à partir de 2014 dont le taux d'exécution financier tourne autour de 14%, donc faible. L'enjeu majeur aujourd'hui pour nous est donc celui de la mise en œuvre, du respect des délais impartis et des engagements pris. Cette revue doit nous permettre d'identifier collectivement les contraintes, les freins et les difficultés qui tendraient à ralentir la mise en œuvre des projets pour lever autant que faire se peut les blocages et faciliter leur exécution. Selon l'ambassadrice de la France près le Bénin, cette revue intervient à un moment où les engagements financiers de la France se sont considérablement accrus. Elle est par ailleurs revenue sur quelques chiffres des engagements de l'AFD. Les nouveaux engagements de l'AFD au Bénin se sont élevés en moyenne, tous instruments confondus, à 66 millions d'euros, soit à peu près 43 milliards de francs CFA par an, contre 10 millions d'euros en moyenne annuelle pour la période précédente. C'est donc une augmentation très sensible, comme vous le voyez. Pour 2018, l'agence a d'ores et déjà approuvé 16,2 millions d'euros de financement et prévoit d'engager au total sur l'année 115 millions d'euros. Le montant global du portefeuille s'élève aujourd'hui à 283 millions d'euros, 186 milliards de francs CFA. Le ministre d'État du Plan et du Développement, Abdoulaye Biotchane, tout en remerciant l'AFD pour son appui financier à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, a rappelé le mécanisme mis en place pour le suivi de ces projets. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement a pris les mesures nécessaires à travers les différents mécanismes de suivi. Nous avons le comité de suivi des projets, les projets phares d'abord, ensuite l'ensemble des projets, les comités ministériels et sectoriels, et enfin les unités présidentielles de suivi qui nous permettent donc de nous assurer de l'évolution des projets. L'organisation trimestrielle des revues conjointes nous est apparue donc indispensable pour compléter les mesures qui sont prises au niveau gouvernemental et faire en sorte que les projets sortent vite de terre, une fois qu'ils sont conçus, qu'ils s'exécutent très rapidement et que leur suivi soit amélioré. Cette revue va permettre de faciliter et d'accélérer la mise en œuvre des projets et consolider la coopération entre le Bénin et la France. Parlant toujours des activités du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a réuni les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur ce lundi 14 mai à une séance d'information et de sensibilisation. Au cœur de cette rencontre, les décisions du gouvernement ayant pour but de mettre un terme aux annonces et publicités mensongères des EPS en direction des parents et des étudiants. Carole Olaye, Teddy Marouya pour les détails. Plus d'annonces et de publicités mensongères des établissements privés d'enseignement supérieur sur les médias béninois. Une nouvelle mesure issue du Conseil des ministres du mercredi 9 mai 2018. Cette décision a pour objectif d'instaurer la culture de l'honnêteté et de la transparence chez les promoteurs de ces établissements qui ont pour habitude de servir aux populations des informations que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique considère comme mensongères. Que constate-t-on? On constate que sur les affiches publicitaires, ils continuent en tout cas d'écrire qu'ils délivrent des diplômes de licence ou de master. Si des annonces passent à la radio et à la télévision, tendant à faire croire que nous avons des filiales alors que nous ne les avons pas, qu'on puisse l'arrêter. Tendant à faire croire que nous sommes une université alors que nous n'en sommes pas, n'avons pas reçu cette autorisation, que nous puissions l'arrêter. Sinon, l'organe qui le relaie est complice de nous,
qui lançons cette fausse information. La présente rencontre tenue ce lundi 14 mai a été l'occasion pour le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur de sensibiliser ses hôtes sur les sanctions qu'ils pourraient subir en cas de violation de cette décision. Les dispositions qui sont prévues sont de deux ordres. Il y a d'abord une amende selon le degré tel que le juge l'appréciera. Et l'amende va de 500 000 à 100 millions. Et une privation de liberté qui va, selon les cas, de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement. Ces responsables d'établissements privés ont jusqu'au mercredi 16 mai pour se conformer aux nouvelles recommandations de leur ministère de tutelle. Autre information au menu de cette édition, la communauté internationale célèbre ce 16 mai la journée du vivre ensemble en paix, une journée instaurée pour mobiliser les efforts de l'ONU en faveur de la paix, la tolérance et autres facteurs qui solidifient les rapports humains. Mais quelles sont les difficultés liées au vivre ensemble dans les entreprises? Une équipe de la rédaction de Eden Télévision s'est intéressée à la question. Reportage. L'Organisation des Nations Unies, dans sa démarche de préserver la paix dans le monde, a instauré la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Une journée au cours de laquelle chacun est invité à exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble. Le vivre ensemble, c'est ce lien-là, c'est cet état, c'est cet achèvement de l'interaction sociale nécessaire à tout individu. Nous sommes d'accord que l'individu isolé ne saurait jamais exister. Ça ne peut exister que dans la tête de quelques illuminés. Il n'y a pas un individu unique au monde isolé de tout, puisque pour vivre, il faut la société, il faut vivre à l'intérieur de la société. C'est parce qu'il y a le jour qu'on apprécie la nuit. C'est parce qu'il y a le long qu'on apprécie le court. Donc s'il n'y a pas autrui, je ne saurais moi-même. Ce concept est de plus en plus difficile à mettre en pratique dans les rapports humains, notamment sur les lieux de travail. Cette situation est due, selon le professeur Dodi Amouzuvi, sociologue, à des problèmes d'ordre psychologique et social. La course au gain, la course à c'est moi qui suis. C'est moi qui existe et l'autre pas. La course à je dois tout faire pour être bien avec le chef. La course aux petites médisances. La course aux mensonges. La course aux jalousies. La course à tout ce qui est contre-valeur font que le vivre ensemble se fragilise. Je dois me poser la question, mais quel est le problème qui est entre moi et moi? Ça, c'est le premier niveau. Si je ne m'accepte pas, je ne peux pas accepter autrui. C'est le premier niveau. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer autrui. Première motivation, donc, il faut aller savoir quel type d'homme nous avons aujourd'hui. Dans quelle société nous vivons? Quel est le contexte social que le monde nous offre aujourd'hui. Le deuxième problème, c'est quand même tout ce que chacun développe comme ego personnel, comme égoïsme, comme égocentrisme, je veux dire. Si chacun de nous voit midi à sa porte, si chacun de nous dit c'est moi et personne d'autre, si chacun de nous court seul vers le bonheur, il est évident qu'à la fin, personne n'y arrivera. Et pour surmonter cette barrière qui fragilise les rapports humains de la société et au sein des entreprises, il faut repenser l'éducation. C'est grâce à l'éducation que je me découvre moi-même. C'est grâce à l'éducation que je comprends que autrui est important à moi et que sans autrui, je ne suis rien. C'est grâce à l'éducation que la haine, la jalousie, la médisance, le mensonge, tout ce que nous venons de citer et qui sont de mauvais thés et qui sont de mauvais sentiments, de mauvaises valeurs, c'est grâce à l'éducation que nous essayons de les extirper, que nous essayons de les dompter, que nous essayons de les canaliser afin qu'elles ne viennent pas fragiliser le vivre ensemble. Donc l'éducation est à la base. Non seulement elle est à la base, mais elle est aussi transversale. Parce que c'est grâce à elle que nous charrions, que nous transmettons les valeurs de génération en génération. Pensons à nous d'accord, mais pensons aux autres d'abord. Le vivre ensemble est à ce prix. Après la journée mondiale du vivre ensemble, intéressons-nous maintenant à la journée mondiale des familles, une journée instituée par les Nations Unies le 20 septembre 1993 pour sensibiliser les peuples sur l'importance d'une bonne famille. Mais quelles sont les valeurs d'une bonne famille pour le développement des sociétés? C'est à cette question qu'a répondu Carole Olaye dans ce reportage que je vous invite à suivre.
Le rôle des familles et des politiques familiales dans la promotion de l'objectif de développement durable 16 est le thème retenu au plan international pour célébrer la journée du 15 mai qui met en exergue l'importance de la famille dans le monde. Un thème qui met l'accent sur la promotion des sociétés et qui nous amène à voir la relation entre famille et société. La famille, c'est le premier espace de socialisation de l'enfant. C'est le premier creuset, c'est le premier cocon qui permet à l'individu de passer de l'étape d'individu difforme, non forme, à l'étape de la personne. C'est-à-dire à qui on a inculqué les valeurs, les principes qui régissent la société dans laquelle il doit vivre. Donc c'est une mini-société, c'est la société à l'échelle la plus réduite. Alors la famille, dans sa vocation originelle, c'est justement celle-là qui est constituée d'un homme, d'une femme, qui s'unissent et desquels jaillissent comme un fleuve l'espérance de la continuité. Je veux parler des enfants. Et c'est dans le lien, la reconnaissance réciproque de fondement de ces relations qu'ils peuvent vivre un équilibre de vie. Dans les sociétés de nos jours, cet équilibre est presque absent, et ce pour plusieurs raisons. S'il est clair qu'une société paisible et juste dépend forcément de la qualité de sa première cellule de base, de son unité primitive qu'est la famille, on peut alors donc s'interroger à juste titre, quelle valeur pour une bonne famille? Si nos familles sont des lieux où l'éducation est transmise de façon adéquate et équilibrée, la société, elle aussi, serait un lieu de convivialité. Si la famille est le lieu où se transmettent les valeurs fondamentales de rapports interpersonnels et de relations humaines, notre société ne peut être qu'un champ de fraternité immense. Et alors, si nos familles perdent la boussole et les orientations nécessaires, c'est normal que nous arrivions à cette situation où il y a tant de conflits dans notre société. D'hier à aujourd'hui, les modèles familiaux, les structures familiales que nous avons ont fortement évolué, ont migré, se sont transformées. Et vous avez un père qui est quelque part, des mères qui sont ailleurs, le papa qui sort à 18h et qui a 4 foyers dans Cotonou, qui est obligé à partir de 18h30 de passer dans tous ces foyers et de revenir dans le foyer principal où il vit avec maman et 2 enfants. Résultat, il ne voit pas les enfants au réveil, il ne les voit pas au coucher. Les week-ends, il s'en va pour assurer telle ou telle autre chose. Il ne n'assure plus l'autorité paternelle. Deuxièmement, on devient précocement parent. Lorsqu'on est parent très tôt, on n'a pas soi-même le temps d'être éduqué. Troisièmement, il y a un certain nombre de réalités concrètes de vie et de mort dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui au Bénin, autour de nous, par Internet interposé, qui soumettent les institutions familiales à rude épreuve. 4e élément qui secoue l'institution familiale, c'est qu'il y a plus de censeurs que d'accompagnants. De nombreuses raisons qui expliquent la dislocation, voire le déclin des familles. Un fait qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde et particulièrement au Bénin. La première conséquence, c'est que l'institution fout le camp. Quand l'institution fout le camp, elle ne joue plus son rôle. Si elle ne joue plus son rôle, au lieu de former des gens, au lieu de charrier des valeurs, au lieu de transmettre des valeurs, on va transmettre des contre-valeurs. Donc, on va former des ovnis, on va former des cas sociaux, on va former des délinquants sociaux, on va former des gens qui ne sont pas eux-mêmes, qui sont déstructurés et qui ne peuvent donc pas travailler au développement de ce pays. Et vous avez une société complètement bloquée, vous avez une société asphyxiée, vous avez une société où il y a une absence totale de valeurs. Un fait qui n'a pour corollaire que les conflits, la désunion, la guerre des intérêts, des contre-valeurs qui entravent le réel développement de nos sociétés.
Et maintenant, les infos sur le continent. 5 membres des milices civiles engagés aux côtés de l'armée pour lutter contre Boko Haram ont été tués dans un attentat suicide dans le nord-est du Nigeria. Selon les services de secours, un kamikaze a déclenché sa ceinture explosive sur un checkpoint tenu par des miliciens de la garde civile à la sortie de la ville de Gondouga, ville située à 35 km de la capitale de l'État de Borno, Maïdougouri. 5 autres personnes ont également été blessées dans cet incident qui s'est déclenché quand l'homme s'est fait exploser avant d'être fouillé par les miliciens. Les Burundais se prononcent jeudi par référendum sur une réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester en place jusqu'en 2034, confortant ainsi un pouvoir de plus en plus autocratique. Une situation dénoncée par des ONG membres de la société civile exilés, avec des opposants impuissants en exil pour la plupart sous la coupe d'un régime brutal pour les autres. Il ne fait guère de doute que le test qui permettra à Nkurunziza, 54 ans et au pouvoir depuis 2005, de briguer 2 mandats de 7 ans à partir de 2020 sera adopté. C'est donc la situation au Burundi. Merci d'avoir suivi cette édition. Vous l'avez constaté, c'était bien. À la fin de Eden, Info. Au revoir.